on a un peu un pas dans le futur dans la Silicon Valley ou dans la région de la baie San Francisco, parce qu'on voit Mhm. les nouvelles technologies qui émergent un peu avant l'heure, avant qu'elles soient distribuées un peu partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui me motive. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. J'ai toujours un objectif, mais une fois que je l'atteins, le plus dur, c'est de se remettre en question, de se dire, voilà, j'ai atteint ça, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait, euh, ou qu'est-ce que je peux améliorer? N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Donc, je m'appelle Zied Alaoui. Je suis un franco-marocain qui actuellement habite aux États-Unis, dans la ville de San Francisco, sur la côte ouest. Euh, j'ai grandi au Maroc, et j'ai poursuivi mes études de post-baccalauréat en France, notamment à Paris, avant de faire un double diplôme à l'université de Berkeley, ici en Californie, et de m'installer maintenant, ça fait 5 ans que je suis à San Francisco, dans la région de la baie de San Francisco. Donc voilà. Tu fais quoi à San Francisco? Donc actuellement, je travaille pour Fitbit, donc c'est l'entreprise des montres connectées que je pense pas mal de gens connaissent. Et donc voilà, ouais, je suis actuellement un employé de Fitbit. Cool. T'as décidé de t'installer à San Francisco? En fait, j'ai toujours eu cette envie de venir, pas spécialement aux US, mais de venir faire mes études ou à la limite avoir une expérience à l'international dans un pays anglo-saxon. Donc, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis que j'avais 12-13 ans. Je commençais à m'intéresser aux matières scientifiques. J'ai toujours eu cet esprit un peu scientifique. Et ce qui m'a poussé en fait, quand je suis arrivé en France, que j'ai commencé mon école d'ingénieur, à chercher des opportunités à l'étranger. Et donc, par ce biais-là, j'ai commencé à postuler dans des entreprises, des entreprises, des universités, pardon, anglo-saxonnes, donc que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Et finalement, mon choix s'est fait à UC Berkeley. J'étais très très content en fait d'intégrer cette grosse université sur la côte ouest, et c'est ce qui m'a fait que je me suis installé ici. Voilà. Super. San Francisco, du coup, c'est une ville qui est très connue, qui a un rayonnement international. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as pu accéder au marché du travail dans cette ville. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Comment tu as fait pour trouver, pour trouver du travail là-bas? Comment ça s'est passé en fait? Alors, tout d'abord, il faut savoir que, en fait, j'ai fait l'école des arts et métiers en France, après mon école d'ingénieur, après ma prépa. Et donc, du coup, en fait, j'ai toujours eu cet attrait pour l'ingénierie depuis le jeune âge. Donc, une fois que j'ai eu les résultats pour mon école d'ingénieur, j'ai cherché, bien sûr, la première chose que j'ai cherché à faire, c'est d'aller chercher le double diplôme dans un pays anglo-saxon, comme j'ai expliqué. Une des options que j'avais, c'était bien sûr les États-Unis. Une des options aux États-Unis, c'était la côte ouest de San Francisco. Et comme on le sait tous, en fait, la région de la baie San Francisco est assez connue euh, par la Silicon Valley et par toutes les boîtes de tech qu'on a dans la région, que ce soit Google, Facebook, Apple et j'en passe. Et donc, du coup, en fait, c'est bien évidemment l'Eldorado pour les ingénieurs. Et une fois que j'ai vu qu'en fait j'avais eu Cyberkey, le choix ne se posait plus, quoi. J'avais d'autres options en Australie notamment, mais j'ai décidé d'aller à San Francisco. Et une fois là-bas, en fait, j'ai quand même pris une bonne année ou 2 ans à bien sûr me former et aussi à essayer de m'habituer à la culture ici. Et, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas juste rester ici pour travailler, pour étudier ou avoir mon expérience ici, mais je voulais la bonifier par un accès au marché du travail. Donc ça s'est passé très rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de 6-7 mois, j'ai compris que je voulais rester ici, au moins sur le court, voire moyen terme. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher du travail. Ça a été très compliqué au vu des problèmes de visa, parce que en tant qu'internationaux, les personnes qui étaient à Berkeley, qui n'étaient pas américains ou qui ne sont pas possesseurs de green card, donc la carte verte,
euh, ont pris beaucoup de temps à trouver du travail, moi inclus, parce que Mhm. en fait, on n'est pas la priorité, quoi. On a pas mal de gens américains qui ont plus ou moins les mêmes profils, et donc ont la priorité sur nous, sur le marché du travail. Donc du coup, ça a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à travers plusieurs entretiens, à travers plusieurs rencontres d'entreprise, à commencer euh, ma carrière en fait ici, dans une filiale de Safran. Qui ont leur bureau ici, donc c'est la filiale Morpho Detection, qui est la filiale de Safran qui était axée sur la sécurité. Donc Et ça prend une entreprise dans l'aéronautique. c'est ça, c'est ça. Safran, l'entreprise Française. française, mais qui a une de leurs filiales qui est ici en Californie, qui est plus focalisée sur la sécurité et sur notamment la sécurité dans le domaine aérien, donc dans les aéroports. Donc c'est toutes les machines rayon X que vous voyez quand vous déposez vos bagages. Vous savez, avant la salle d'embarquement pour le contrôle. Et donc ça, c'est un des produits phares de Morpho Detection. Donc ça a été le début de ma carrière, quoi. Voilà. Tu penses que tu aurais trouvé du travail si tu n'avais pas été sur place? Euh, la première question, je pense qu'on devrait se poser, c'est est-ce que j'aurais trouvé du travail si j'avais pas fait mon université ici? Quand je D'accord. dis du travail aux États-Unis, Hmm. trouver du travail aux États-Unis sans avoir eu au préalable un diplôme ou avoir fait une formation aux États-Unis, c'est très 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 compliqué. Il y a bien sûr des exemples de personnes que je connais qui sont passées par des entreprises en France ou autre part en Europe, mais ça a été plus avec des transferts internes dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont une filiale ici en Californie ou quelque part aux États-Unis. Donc du coup, la personne lambda va travailler en France pour une entreprise et donc l'entreprise a une filiale ici. Donc ils arrivent après avec un peu d'ancienneté d'être transférés ici. Mais bien sûr, le plus gros problème pour les personnes qui veulent venir travailler ici, c'est le visa, quoi. Il n'y a pas trop de Et aux discussion. États-Unis de manière générale, en fait, c'est pas que San Francisco. C'est ça, c'est ça. Et le problème, c'est le visa. C'est-à-dire que même, enfin, comme je disais, l'avantage, en fait, d'avoir fait mes études ici, ça m'a permis de prendre le temps de voir et bien sûr d'être sur place, de passer les entretiens sur place. Quand une entreprise te fait passer les entretiens et que tu es sur place, que tu viens sur place voir les personnes, c'est beaucoup plus réconfortant parce que l'entreprise, si tu fais un appel ou un audio, un call d'Europe ou de France ou de je ne sais quel pays, il y a beaucoup plus d'incertitude pour l'entreprise euh, pour te recruter, quoi. Ceci étant dit, en fait, c'est vraiment le visa qui est le problème et ce qui m'a apporté de faire un double diplôme ici parce que c'était un double diplôme à la base avec les arts et métiers, de faire mon double diplôme à l'université de Berkeley, c'était vraiment d'avoir un visa étudiant. Et en fait, quand tu es ingénieur, ce qu'on appelle STEM aux États-Unis, quand tu as une formation d'ingénieur, tu as l'opportunité de rester ici, même après avoir fini tes études, pour 1 an, plus 2 ans pour l'extension. Donc 3 ans au total, sans avoir de visa de travail, mais restant avec un visa étudiant, mais à la condition d'avoir soit un stage, soit un CDI ici. Donc du coup, t'as pas vraiment besoin pendant les 3 premières années post-graduation, donc après avoir fini ta formation, de chercher un visa de travail. C'est-à-dire que l'entreprise qui te prend pour un stage ou pour un CDI va pouvoir te prendre pendant 2 ans sans te sponsoriser, 2 ans voire 3 ans sans te sponsoriser pour un visa. Et donc à ce moment-là, quand ils verront que tu as fait tes preuves et que tu es une personne qui peut avoir une plus-value dans le groupe, ils vont te sponsoriser soit pour un H1B, donc un H1B qui est le visa de travail classique, ou parfois une green card directement. Mais en général, on passe par l'étape H1B avant de passer par l'étape carte verte, qui est la dernière étape, là où plus ou moins, une fois que tu as la carte verte, tu es plus ou moins libre et tu as beaucoup plus d'indépendance. Je Voilà. vois. Et du coup, tu penses que même une très grande école en France, c'est pas forcément suffisant pour trouver du travail aux États-Unis? Je dirais pas que c'est pas suffisant parce qu'en termes de ce qu'on appelle skills, donc en termes de formation et en termes Compétences.
de connaissances, on est largement, voire meilleur qu'eux. Quand je dis eux, c'est les États-Unis. La Mm. seule, je pense, la seule différence que j'ai pu voir, c'est en termes de pratique. C'est-à-dire en théorie, on est très 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 bon en France. Mais en pratique, ils sont beaucoup plus forts parce qu'ils ont leurs universités ont de l'argent et ils ont beaucoup plus de liens avec les entreprises. C'est-à-dire que leurs doctorants ont beaucoup plus de moyens pour faire des choses assez intéressantes. Mais en termes de, est-ce que en faisant une grosse école en France, est-ce qu'on est capable de travailler ici? Oui. Est-ce qu'on peut? Ça, c'est différent. On peut pas à cause du visa. Ou c'est dur. Je vais pas dire on peut pas parce que tout est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc que tu fasses partie des meilleures écoles en France dans n'importe quel domaine, l'école n'est pas connue ici. C'est-à-dire que si on parle de Polytechnique ou de HEC ou de je ne sais quelle autre école, on connaît pas. À la limite, je pense que la seule école qu'ils connaissent ici, parce elle a une valeur historique, c'est la Sorbonne. Et même avec ça, le gros problème, c'est que même si l'entreprise veut te faire venir parce que tu as quelque chose de plus à apporter, le gros problème, encore une fois, c'est le visa, quoi. C'est très compliqué parce que tu dois sponsoriser quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne connais que très peu. Et encore une fois, même si l'entreprise décide de te sponsoriser pour le visa, ça prendra du temps et de l'argent. Et aussi, tu peux aussi avoir un refus en fait du gouvernement, tout simplement. Surtout dans ces dernières années, il y a eu pas mal de problèmes pour les internationaux. Mhm. Il y a sûrement beaucoup de Français ou des étudiants étrangers qui viennent aux États-Unis pour faire un stage. En fait, il y en a pas mal. C'est-à-dire que moi, je suis passé par la partie enfin, j'ai fait mes études ici et donc du coup, c'est un peu plus simple. Et d'ailleurs, je pense que c'est la voie royale si vous voulez arriver. Si quelqu'un Mm. veut venir travailler aux États-Unis, c'est la voie royale, c'est C'est de clair venir qu'avoir faire 3 ans de visa, c'est tout de suite pas même le exactement. temps Ouais. d'avoir une, deux expériences. Et donc du coup, tu gagnes l'expérience ici. Tu fais partie d'une université, tu as fait une université reconnue, donc tout est fait, et t'as le visa de 3 ans, donc tout est fait, donc c'est la voie royale en fait pour venir s'installer ici, si c'est ton objectif. Après, il y a d'autres voies, d'accord? Une des voies autres que la voie royale de faire ses études ici, c'est la voie du stage, ou des VIE. Donc j'ai quelques exemples d'amis ou de personnes que je connais qui ont fait un VIE ici, donc à travers une entreprise française bien sûr, et on réussit à négocier avec l'entreprise une fois que l'entreprise connaît un peu la personne qui est venue et a vu qu'elle a des qualités dont ils peuvent pas se passer, parce que c'est un peu ça quoi. Il faut être capable d'avoir un impact direct et d'être quelqu'un dont on peut pas se passer. Et donc du coup euh, en fait, c'est comme ça quand tu postules pour les visas de travail ou la green card, tu dois prouver au gouvernement, l'entreprise doit prouver au gouvernement que tu es une personne euh, qu'on ne peut pas trouver aux États-Unis, quoi. Que tu es une personne qui a des qualités exceptionnelles ou qui a une expérience que personne d'autre ici, localement, peut couvrir. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc le VIE est une option. Il y a aussi les stages. Donc les stages, j'ai pas mal de personnes que je connais qui sont venues en ce qu'on appelle un visa de J1. Donc c'est un visa plus ou moins pour faire des stages ou euh, pour avoir une expérience de court terme de quelques mois, voire une année. Je me rappelle pas très bien des durées exactes, la validité Mm. du J1, mais ça peut être aussi un moyen pour la personne de voir comment la vie est ici, comment la culture est ici. Et bien sûr, si ça ne plaît pas à la personne ou si euh, un an ou quelques mois sont suffisants pour avoir une petite expérience ici aux États-Unis, et bien sûr pratiquer la langue euh, dans un milieu différent que le milieu juste parler à des gens, mais dans un milieu du travail, dans le milieu d'entreprise, c'est aussi une bonne opportunité. C'est-à-dire venir en stage au J1 et bien sûr après, une fois que tu es là, si on veut vraiment rester, il faut faire un peu plus d'efforts. D'accord. Donc, ouais, pour toi, une personne qui sort d'école, new graduate, enfin, nouveau diplômé, Ouais, qui vient de France, c'est quasiment impossible de trouver un emploi directement. c'est très dur, ouais. Ouais, c'est très très dur.
nouveau graduate en France, sans aucune expérience, sans aucun stage à l'étranger, sans avoir fait des études dans un pays anglo-saxon, je dirais que ouais, c'est quasi nul, quoi. Hmm. Et du coup, Faut, enfin, ouais, faut ça, passer par des entreprises, il faudra passer par une entreprise qui a peut-être soit avoir un peu plus d'expérience en Europe ou en France, soit essayer d'avoir un stage. Et c'est un peu plus simple, je dirais, pour les personnes qui sont ingénieurs, donc ce qu'on appelle les software engineers, les personnes qui codent un peu, que ce soit front-end ou back-end. Euh, c'est un peu plus simple d'avoir des stages ici, mais aller directement école d'ingénieur ou école de commerce et venir et se dire directement oui, j'ai trouvé du travail aux États-Unis avec un CDI, peut-être que c'est possible, mais j'ai vu aucun cas. C'est-à-dire que pour moi, c'est quasiment impossible. sans compter qu'il faut aussi savoir parler bien anglais. C'est ça, c'est ça. Hmm. Et à la limite, c'est pas ça le plus gros problème, mais parce que comme j'ai dit, moi j'ai fait, j'étais bon en anglais, c'est-à-dire en cours, j'avais des bonnes notes en anglais, que ce soit en école d'ingénieur, en prépa ou même au lycée. Mais il y a bien sûr une grosse différence entre avoir de bonnes notes en cours et parler tous les jours en anglais, aller faire ses courses en anglais, parler à ses professeurs à l'université en anglais, faire ses devoirs en anglais, les tests, avoir tout le monde qui parle anglais, donc tu es une des seules personnes qui puisse parler. En fait, il y a plus personne enfin, tout ton entourage parle anglais, quoi. C'est différent. C'est pas comme si tu allais en cours, tu parlais anglais 2, 3 heures ou même moins et tu rentres chez toi. C'est-à-dire que moi, je pense, si je m'appelle bien, au lycée ou en classe préparatoire en école d'ingénieur, on parle 3 heures, 4 heures d'anglais par semaine, c'est qui est rien. Hmm. Suffisant. Donc, Hmm. ouais. Mais Du c'est coup, pas le plus gros handicap. C'est pas le une plus gros expérience dans handicap. un pays anglo-saxon, ça peut être un plus avancé, un plus conséquent. C'est ça. C'est un plus. Donc, du coup, oui, bien sûr, comme tu disais, faire un stage, ça te permet d'avoir l'expérience. Donc, de parler un peu plus anglais. Et donc, du coup, ça te permettra, bien sûr, c'est comme si je te disais, un entraînement avant de considérer peut-être à s'installer dans un pays anglo-saxon ou aux États-Unis pour un CDI, quoi. Donc c'est pour ça Hmm. le stage ou le VIE serait euh, une passerelle ou comment dire une première étape avant de peut-être considérer avoir une expérience en CDI, en full-time comme on dit ici. Je disais que c'était plus facile de trouver un stage, notamment pour les développeurs, les codeurs. C'est ça. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres métiers, d'autres domaines qui sont très demandés aux États-Unis? Euh, c'est vraiment le domaine qui est le plus demandé, pour être honnête. En business, c'est quasiment impossible. Mhm. J'ai, ouais, en école de commerce, business, ils sont forts, en fait. C'est juste, il faut comparer, en fait, ce que les Américains ont versus ce qu'ont les Français, parce que là, on parle du cas des Français. Et en général, enfin, comme on le connaît à travers les universités qui sont connues à l'international, ils sont beaucoup plus forts en business que nous, en école de commerce, etc. Que ce soit, comme on connaît Stanford, Harvard, Berkeley, etc. Toutes ces universités, sont connues pour leur business school. Et donc, du coup, en fait, ils cherchent pas à avoir des personnes à l'étranger, vu qu'ils ont les meilleures universités au monde, ils ont les meilleurs élèves, ils ont les meilleurs éléments, donc ils ont pas à aller chercher quelqu'un d'autre dans un autre pays. Alors qu'en ingénierie, c'est un peu moins le cas, même s'ils ont des très bonnes universités, très bonnes formations. La formation française en ingénierie est assez poussée. Et donc du coup, ils ont quand même ce. Et moi, en fait, je suis un peu biaisé d'une certaine manière aussi parce que je suis dans la région de la baie où, enfin, tout à Silicon Valley est là, toutes les grosses boîtes de tech sont là. Donc du coup, la demande est bien sûr pour des développeurs, c'est-à-dire que Google, Facebook, euh, Apple, toutes les grosses boîtes un peu qui sont installées dans la région vont aller chercher des ingénieurs plus que des gars, des architectes ou que des Mhm. designers, etc. C'est clair. Il n'empêche, ils en ont aussi dans leur boîte, mais ils ont en termes de quantité, c'est plutôt les ingénieurs quoi qui cherchent. D'accord. Toi, tu n'es pas software engineer, tu es plutôt data analyst, il me semble. C'est ça, mais en fait, j'ai fait
En fait, j'ai ma formation à la base, elle est généraliste. Donc en France, comme on le sait ou comme la plupart des personnes le savent, à la différence des États-Unis, en fait, on est généraliste, même s'il y a certaines écoles qui sont spécialisées un peu plus dans certains domaines. Donc moi, mon école, c'était les arts et métiers. Donc le génie industriel, le génie mécanique, c'est les deux grosses euh, spécialités ou les deux gros blocs de l'école d'ingénieur des arts et métiers. Euh, mais en fait, en faisant un master ici à l'université de Berkeley, je me suis focalisé un peu plus sur le génie industriel. J'ai fait ce qu'on appelle un master en IEOR, donc c'est une abréviation pour Industrial Engineering Operation Research, qui est en fait un master qui est plus focalisé sur la partie génie industriel, donc supply chain, tout ce qui est en relation avec l'entreprise, avec l'industrie, mais tout en se focalisant sur la partie technique qui est propre à l'analyse de données, au data science. On code pas mal en Python, en R, et donc du coup, j'ai un peu jonglé sur ces deux expertises ou ces deux blocs. Et donc, du coup, j'ai commencé en tant que data analyst et au fur et à mesure, c'est-à-dire maintenant, ça fait 3 ans que je travaille. Donc, je me suis un peu plus recadré sur la partie opérationnelle pour essayer en fait euh, de croître un peu plus dans l'entreprise et de voir un peu comment je peux avoir et acquérir. Parce que c'est-à-dire que j'ai la partie technique, le bagage technique qui est important pour commencer, mais une fois que tu es en fait dans le marché, dans l'entreprise, dans le milieu d'entreprise, tu essaies aussi de croître et d'apprendre de nouvelles choses, de voir comment ça se passe au niveau managérial. Et donc du coup, je suis un peu plus dans la partie operational, donc dans la partie opération en ce moment, chez Fitbit. D'accord. Cool, bon, on en Voilà. reparlera un peu plus tard. Juste avant ça, par rapport, enfin, tu m'as dit que la voie universitaire, c'était vraiment la voie royale, notamment parce que tu es Mhm. déjà sur place, tu apprends mieux l'anglais, tu C'est ça. as déjà un visa à la sortie de 1 à 3 ans pour travailler directement sans problème. Mais pour intégrer une université américaine, c'est très compliqué, notamment financièrement. Très bonne question. C'est compliqué. Et pour être honnête, c'est la voie royale, mais c'est une voie qui est très très compliquée. C'est quelque chose qui va devoir être une obsession pour la personne qui veut le faire pendant au moins 2 années, je dirais même 2 années. Parce que le parcours est très long pour postuler. Il faudra faire beaucoup d'efforts, que ce soit les efforts pour intégrer l'université, parce que il y a un dossier à constituer, il y a pas mal de lettres de motivation, il y a pas mal de tests à passer, et aussi de manière financière aussi, il faut faire beaucoup d'efforts. Et donc quand on n'a pas les moyens ou quand il n'y a euh, pas d'aide ou qu'on n'est pas capable parce qu'en fait les universités aux États-Unis coûtent très cher. C'est-à-dire que si je vous donne un ordre d'idée, par an pour un master, tu vas plus ou moins avoir à dépenser 30 000 à 40 000 dollars par an. D'accord. Mhm. Donc, et ça, c'est sans bien sûr les frais, les coûts de vie et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, du coup, moi, c'était vraiment une obsession. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, j'avais depuis même avant mes classes préparatoires, c'était quelque chose que je voulais faire. Je voulais vraiment bonifier mes études ou mes expériences pour aller à l'étranger, pour avoir une crédibilité à l'étranger, voyager aussi, c'était un de mes objectifs, pardon. Et donc du coup, en fait, une fois que j'ai intégré mon école d'ingénieur des arts et métiers, c'était pas parce que la plupart du temps, quand tu intègres une école d'ingénieur après tes classes préparatoires, c'est un peu le soulagement. C'est-à-dire que voilà, on y est arrivé, on a notre école d'ingénieur, on a travaillé 2 ans voire 3 ans en classe préparatoire, et donc voilà, on se relâche un petit peu. Moi, c'était juste le début, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai intégré mon école d'ingénieur, j'ai passé ma première année à travailler pour avoir les résultats requis pour être éligible, parce qu'on est juste éligible au départ euh, pour intégrer euh, le cursus double diplôme à l'étranger, et qui plus est celui des États-Unis qui était encore plus demandé, donc un peu plus élitiste. Et,
Et donc j'avais passé ma première année à travailler sur ça. Et puis ma deuxième année aux arts et métiers, c'était recherche de bourse, recherche de l'aide de recommandation, la traduction de mes bulletins, parler aux anciens élèves qui sont passés par là pour avoir leurs conseils, euh, passer le TOEFL, passer le GRE, et tout ça c'est de la préparation. Et c'est bien sûr, on ajoute ça aux cours qu'on a en école d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'étais en vacances ou que euh, je travaillais pas toute la journée et que j'allais juste me focaliser sur ça. C'est-à-dire que c'est un truc en plus que tu dois travailler. Et donc du coup, tu dois avoir une motivation assez grande pour déjà postuler, avoir les bons résultats. Mais en plus, si tu n'as pas les moyens pour payer ton master, ce qui était le cas pour moi, il faut Mhm. aller chercher les bourses. Il fallait postuler aux bourses bien en avance, c'est-à-dire un an et demi avant ton master, avant le début de ton master, que tu n'étais même pas sûr d'avoir été pris. C'est-à-dire que mon master, par exemple, commençait en août 2014, c'est bien ça. En décembre, en décembre 2013, oui, en décembre 2013, c'était les deadlines pour postuler aux universités aux États-Unis. Donc t'imagines, donc août 2014 à la rentrée, décembre 2013, tu devais postuler, donc tu devais avoir tout préparé, donc tous tes tests déjà faits, toutes tes recommandations déjà faites, euh, euh, tes tests déjà faits, tes notes traduites, tes bulletins traduits, tout ça, tout ça. Et bien sûr, pour les bourses, c'est même 6 mois, voire un an avant ça. Donc c'était dès 2013. Donc janvier Mhm. 2013, plus ou moins, tu commences déjà à chercher pour les bourses. Donc t'imagines, de janvier 2013 à août 2014, ça fait un an et demi de travail constant sur ton dossier. Donc il faut être super, super motivé, surtout après avoir passé 2 ans ou 3 ans de classe prépa. C'est quelque chose de très compliqué, mais ça en vaut le coup pour être honnête. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est possible d'avoir des bourses, mais il faut s'y prendre à l'avance. J'ai eu des bourses à travers mon école d'ingénieur, à travers l'État français, à travers l'université de Berkeley, par mes résultats. D'accord. Et donc voilà, c'est ce qui a fait que Ça a permis j'ai de te pu financer à hauteur de combien de pourcents? à pratiquement 90% à peu près. Ouais. D'accord. Et Ok. donc j'ai dû prendre un prêt pour le reste. D'accord. Voilà. Euh, Les euh, 10% restants, c'est-à-dire mhm. quand j'ai dit 90%, c'est en incluant les frais de vie aussi. Et les Ah, 10% restants, j'ai dû prendre un prêt à la banque, tout simplement. Et, ce que j'ai aussi omis de dire, c'est que j'ai aussi, c'est-à-dire que oui, il y a eu les bourses, il y a eu le travail qui a été fait en amont, mais une fois que je suis arrivé sur place, j'ai aussi été ce qu'on appelle un teaching assistant, donc assistant au professeur, pour faire des cours de physique sur place, oui. Mais tu ne savais pas ça. sur place. Exactement. Non, je savais pas, je savais que j'avais la possibilité de le faire parce que Mhm. ben, j'ai fait mon travail de cherche de recherche en passant par les anciens élèves, en leur parlant, en voyant comment faire pour financer mes, euh, mes études et surtout la vie là-bas en fait parce que on pense au prix des études mais on doit aussi penser au logement parce que le logement ici c'est très très cher. D'ailleurs je pense que tu dois le savoir, toi tu étais passé il y a pas longtemps et Mhm. je pense que tu dois savoir un peu comment le niveau de vie ici, c'est vraiment une des villes les plus chères au monde, San C'est Francisco, clair, que ce c'est soit San très cher. Francisco ou la baie quoi, la baie de San Francisco. Donc moi j'étais à Berkeley mais ça coûtait aussi pas mal quoi. Le loyer, la nourriture, voilà donc Au et niveau du prêt, il me semblait que tu m'avais déjà parlé de ça. Il me semblait que dans ton école, il y a des prêts sans taux d'intérêt. c'est ça, ça s'appelle un prêt d'honneur. Donc aux arts et métiers on a ce qu'on appelle un prêt d'honneur et on fait un dossier et on montre qu'on est motivé et en fait l'école d'ingénieur des arts et métiers est beaucoup axée sur la communauté, sur l'entraide et Donc c'est de ça dont tu as pu bénéficier pour combler le j'ai reste. bénéficié exactement, j'ai pu bénéficier de ça. C'était une aide, ben, j'en remercie bien sûr les arts et métiers qui ont été d'une aide, une très grande aide dans mon parcours et aussi dans mon parcours aux États-Unis. Donc ils ont été capables de m'aider lorsque j'en avais besoin.
Donc ça, c'était un gros plus. C'est Et, cool. Donc ça veut dire que ouais, c'est possible de financer c'est possible. ses Non, études mais sans avoir besoin à faire un emprunt avec des intérêts ou. exactement, tout est possible, mais Mhm. il faut y mettre beaucoup d'efforts. Moi, c'était vraiment quelque chose, j'étais obnubilé par ça, je voulais absolument le faire et, j'en rêvais, donc j'ai fait, j'ai mis les moyens, j'ai cherché, je me suis renseigné, je suis allé partout, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé ici, je me suis pas juste, euh, je me suis pas juste dit, voilà, j'ai eu telle bourse, tel prêt, etc. Je vais m'arrêter ici, je suis à 90%. Bah non, je suis quand même allé voir au département physique pour aller faire des cours à des premières années à Berkeley. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un salaire mensuel alors que j'étais étudiant. Mais après, bien sûr, c'était une charge de travail en plus. Je devais aller Mhm. faire animer des cours, des labs, donc des TP, à des gamins enfin des gamins, ils avaient quand même 17-18 ans. Euh, J'en avais 21, c'est ce qui est marrant. J'avais 2-3 ans de plus qu'eux. Et oui, et je corrigeais enfin, je me rappelle de journées à corriger des copies pour leur midterm. Donc, c'est la midterm, c'est les sortes d'examens de mi-semestre ou de mi-trimestre, ou plutôt Mhm. mi-semestre, je dirais. Et ça m'a permis, oui, d'avoir un salaire mensuel qui m'a permis de couvrir une partie de mes charges mensuelles, ainsi qu'une réduction euh, ce qu'on appelle des tuition fees, euh, du coût de la scolarité, quoi, plus ou moins, quoi. Donc il y D'accord. a une petite réduction quand tu es étudiant. Ouais, quand tu es prof assistant. Voilà. D'accord. C'est quoi les résultats qu'il fallait avoir déjà en France et les écoles, on va dire minimum qu'il faut avoir en France pour pouvoir postuler aux États-Unis? Alors, je vais parler de ce que je connais, donc tout ce qui est ingénierie. Je dirais que la plupart des profils ou des écoles que je vois représentées ici, que ce soit Berkeley ou à Stanford, donc les deux grosses universités dans la région, c'est dans le domaine de l'ingénierie, c'est Polytechnique, Centrale Paris, les arts et métiers, l'ESTP, les mines, les ponts, Supélec, un petit peu, et Télécom. Donc ça, c'est vraiment on va dire le top 10, quoi. D'accord. Il n'empêche, après oui, je peux aussi parler, il y a pas mal de Français aussi qui, dans un autre domaine, par exemple Sciences Po, ils ont un double diplôme assez bien structuré avec Berkeley. Donc, pour les personnes qui sont plus dans ce domaine-là, Sciences Po est une bonne passerelle aussi pour venir ici. Il n'empêche, j'ai pas envie de dire que il y a que les grosses écoles euh, à travers lesquelles on peut passer pour venir ici, parce que une fois encore, on parle de double diplôme. Moi, j'ai parlé de double diplôme avec les arts et métiers et Berkeley, mais il faut savoir que les arts et métiers m'ont sélectionné pour être éligible, donc je dis bien éligible, à postuler aux États-Unis. Et donc ça m'a pris d'être mon major de mon centre à Châlons. Donc on a plusieurs centres aux arts et métiers. Et j'ai fait ma première année à Châlons-Champagne. Donc un des centres des arts et métiers, c'était à Châlons-Champagne. On en a plusieurs. On en a Bordeaux, Cluny, Metz, Lille, Amiens, et j'en passe. Il y en a plusieurs. Il y en a Paris. 8, il me semble. Il y a Paris, mais Paris, en fait, c'est pas un centre de première année, c'est un centre de deuxième année. D'accord. Donc moi, je parle que des premières années. Donc en fait, les résultats de première année sont extrêmement importants pour être éligible à ton parcours de double diplôme. Donc encore une fois, j'ai bien dit, je surligne ce mot éligible, parce qu'une fois que tu as été éligible par l'école d'ingénieur en France, le travail n'est pas encore fait parce qu'il faut que tu fasses un dossier et que l'université d'accueil t'accepte. Et donc l'université d'accueil n'a pas vraiment de structure de double diplôme avec les arts et métiers ou avec d'autres universités, que ce soit Polytechnique Centrale Paris, et je le sais parce que j'en ai parlé avec d'autres étudiants, ils n'ont pas un nombre de places, c'est-à-dire qu'ils vont pas te dire chaque année il y aura 5 personnes des arts et métiers qui va être pris à Berkeley ou à Stanford, etc. Mais ils ont des connaissances sur certaines universités parce qu'il y a eu des anciens élèves qui y ont pas passé. C'est-à-dire que moi, je suis passé aux arts et métiers, je suis passé par Berkeley, ils me connaissent, j'ai des professeurs qui me connaissent là-bas, j'ai fait mes preuves, et donc ils savent que une personne qui a de bons résultats euh,
qui est similaire à moi Ziad, qui va venir quelques années plus tard, va être un élève de la même qualité que j'ai pu avoir quand j'étais chez eux. Vous voyez? Donc c'est c'est un peu, euh, c'est pas vraiment un double diplôme, mais ils connaissent un peu les universités qui ont un grand bagage, des bons élèves, quoi. Donc du coup, Ouais. j'ai énoncé ces grosses universités en ingénierie, mais il n'empêche, ça veut pas dire que si tu viens d'une autre université que que c'est pas possible. Tout est possible, Hmm. mais ça risque d'être un peu plus dur. D'accord. Voilà. De toute façon, je J'ai vu pense. des personnes de l'INSA de Lyon être ici, des Hmm. personnes euh, d'écoles d'ingénieurs un peu moins connues euh, faire des doubles diplômes à Berkeley, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, Dans ce cas-là, il faut être faut vraiment être honnête. dans le top de de ta formation et encore, c'est. Voilà, voilà. Bah, moi-même, j'étais premier dans mon centre, et donc et j'étais, je me semble, 14e national, donc national dans tous les centres des arts et métiers. Donc on Hmm. était 1000, 1200, 1100 par promo. Donc voilà, pour vous donner une idée, il faut être dans les 100 premiers, quoi. Donc les 10% meilleurs, voire les 5% meilleurs. Peut-être qu'un bon filon, c'est aussi de regarder certaines universités qui ont des programmes d'échange déjà Bien faits sûr, bien et sûr. où il y a peut-être moins de concurrence, mais il faut vraiment être dans le top top, mais vu qu'il y a moins de Voilà, concurrence, c'est peut-être possible. exactement. Ouais. Sciences Po est un bon exemple d'universités qui ont vraiment, ils ont un partenaire avec Berkeley, avec des nombres de places spécifiques pour venir à Berkeley. Donc c'est un peu plus développé que ce qu'on a nous dans le domaine de l'ingénierie. Ok. Ouais. Et donc, ce que tu as fait, c'est que t'as travaillé à fond pour avoir les bons résultats, t'as fait tes démarches pour les bourses, et du coup, ça a été suffisant. Ça a été, oui, ça a été suffisant. J'ai fait pas mal donc ouais, voilà, j'ai 2 ans d'investissement, pas mal de travail sur les bourses, pas mal de travail sur le dossier, le TOEFL, comme je l'ai dit, le GRE, les recommandations. Et donc, une des choses les plus importantes, les lettres de motivation et les lettres de recommandations sont les deux choses les plus importantes, je dirais, dans le dossier. Le TOEFL et le GRE, c'est un truc pour montrer que tu es capable de parler anglais. Donc, t'as un minimum à avoir. Mais vraiment, ce qui fait la différence, euh, en addition, bien sûr que, enfin, t'as les notes, tu as les tests, mais c'est vraiment les lettres de recommandation, les lettres de motivation. Les lettres de motivation, c'est quelque chose que tu dois travailler, tu dois faire plusieurs G, plusieurs versions, c'est un truc de longue haleine, quoi. Ça m'a pris 4 5 mois avant d'avoir la version finale. Et en plus, je pense que tu en as deux ou trois, des lettres de Mhm. motivation à faire. Mais les lettres de recommandation, c'est quelque chose sur lesquels j'ai travaillé un peu plus sérieusement. Et c'est un des anciens élèves des arts et métiers qui est passé par Berkeley qui m'a passé ce filon. Il m'a dit voilà, si vraiment tu vas avoir quelqu'un de poids dans tes lettres de motivation, parce qu'il faut des recommandations, pardon, parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir quelqu'un qui ait du poids, qui parle de toi en te connaissant et qui est capable de te vendre à l'université. Donc, D'accord. ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, ouais, il faudrait que tu ailles voir et essayer de faire un stage peut-être dans l'université que tu vises. Et donc, du coup, j'y ai pensé, je me suis dit, bah oui, d'accord, ok. Donc, moi, je vais aller à Berkeley. Il faudrait que je cherche un moyen d'aller parler ou de travailler peut-être avec un professeur de Berkeley qui puisse voir comment comment je me débrouille et est-ce que je suis capable d'être une personne qui puisse culturellement aussi, de manière, dans la formation, m'épanouir dans le programme que je visais, quoi. Donc, le Master Mhm. of Engineering en génie industriel. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté un ancien élève qui avait comme professeur un professeur du département que je visais. Euh, j'ai eu une réponse, enfin j'ai dû envoyer tellement d'emails à tellement de professeurs différents. J'ai eu une seule réponse à travers ce prof grâce à l'ancien élève qui connaissait le prof et qui m'a introduit. Mais j'ai eu une réponse un peu vague. C'était du genre oui, y a pas de souci. On verra. Il se peut que cet été je ne sois pas là parce qu'en fait, ce que je cherchais à faire, c'était vraiment de passer l'été d'avant, donc l'été de 2013, à Berkeley pendant 2 mois, 2 mois et demi, et d'essayer d'avoir une expérience que je puisse faire valoir dans mon dossier quand je vais envoyer mon dossier en décembre 2013, et aussi d'avoir potentiellement, si tout se passe bien,
l'année de recommandation du professeur, qui a un poids, je pense qu'il y a eu un poids énorme dans mon dossier. J'ai eu une réponse vague euh, qui me disait que potentiellement il serait là cet été, mais il est pas sûr, etc. Donc ce que j'ai fait, encore une fois, ça montre un peu la dédication, l'effort que j'ai fait et vraiment l'envie que j'avais de faire ce double diplôme. Ben, j'ai pris mon avion, donc j'ai Mhm. payé l'avion pour aller à Berkeley, sans aucune garantie que j'allais avoir que j'allais travailler ou faire un stage. Je suis arrivé le jour même. J'avais trouvé un logement, je me rappelle, pas loin du campus. Euh, je me suis dit, voilà, je vais aller toquer. Je suis allé dans le département, je suis allé chercher le bureau du professeur et je me suis dit, je vais aller toquer, je vais voir s'il est là. Je lui avais même pas dit quel jour j'allais passer, ni rien. Je suis allé toquer. J'ai eu de la chance, il était là et il a vu que enfin, sûrement le fait que je suis allé directement le voir sur place a montré que j'étais très motivé, que j'étais capable de prendre des risques et de montrer de quoi j'étais capable. Et donc finalement, il m'a dit qu'il travaillait sur un projet avec un étudiant qui est dans le département mathématiques. Et donc j'ai travaillé pendant 2 mois et demi sur un projet sur du MATLAB. Et la partie marrante de l'histoire, c'est que l'année d'après, donc du coup, oui, on a finalisé le projet. On avait fait une sorte de poster pour présenter le projet, parce qu'en fait, l'étudiant avec qui j'ai travaillé, qui était à Berkeley, c'était un étudiant de Berkeley, devait présenter ce projet parce que c'était un projet de fin d'études pour lui. Mhm. Et ce qui était marrant, c'est que l'année d'après, quand j'étais accepté à Berkeley, le premier jour, t'imagines le premier jour, t'es avec tes nouveaux classmates, donc tes nouveaux camarades de classe, etc. Et t'es en train de marcher, tu marches dans le building du département, dans l'immeuble, et donc je marche dans les couloirs et je vois quoi? Je vois le poster que j'avais fait il y a un an, avec mon nom, le nom de l'étudiant, le nom du professeur et les trucs enfin, euh, le projet de recherche qu'on a travaillé, la présentation qui était affichée en grand Mhm. sur le mur. Et ouais, c'était assez marrant parce que t'as tous les élèves qui ah mais regarde, il y a ton nom sur le truc. J'arrive pas à y croire quoi. C'était il y a un an, je suis venu un peu par hasard et enfin par hasard. Je suis venu parce que je le voulais, mais euh, je savais pas trop comment ça allait se dérouler, est-ce que ça allait capoter, que j'allais rester ici pour faire juste des vacances. Parce qu'au C'est final, je clair. me suis dit, au pire, j'allais rester un mois en vacances ici en Californie, je vais rentrer chez moi, quoi. Mais voilà, Mhm. ça a débouché sur ça, ça a débouché sur moi, faisant mes études ici, et voilà. C'est peut-être ce qui a fait la différence. Ouais. C'est ça, ouais. Toujours, toujours oser. Ok. Ouais. Donc, pour résumer, euh, intégrer une école qui est suffisamment reconnue en France, pas forcément le top top, mais au moins moyenne grande. Mhm. Euh, Travailler son anglais, avoir des lettres de recommandation C'est ça. et, euh, et chercher des bourses qui permettront de Voilà. financer un peu l'année, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça. C'est Ok, ça. cool. Au niveau des avantages à travailler aux États-Unis, donc enfin, tu progresses encore plus en anglais, dans un milieu anglo-saxon qui est reconnu. T'as des avantages en termes le salaire aussi, c'est quelque chose qui attire. Ben, écoute, le salaire, enfin, c'est, en général, je dirais surtout dans la région de la baie de San Francisco, Mhm. les salaires sont, je pense, en moyenne plus élevés que ce qu'on peut retrouver en Europe. Mais la raison est simple, c'est parce que le niveau de vie est aussi beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit auparavant, le salaire, pardon, les logements, le coût de la vie est très 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 cher. Enfin, c'est-à-dire que San Francisco est une des villes les plus chères au monde. Donc du coup, oui, on peut dire que le salaire est en moyenne plus élevé que ce qu'on peut retrouver en France pour un ingénieur ou pour un autre pour un autre poste. Mais il faut prendre en compte le fait que on paye plus cher pour ce qui est du loyer, on paye plus cher, c'est-à-dire que l'assurance maladie c'est pas gratuit.
c'est quelque chose qu'on Mhm. paye. Quand on tombe malade, c'est pas gratuit, on n'a pas de carte vitale. C'est quelque chose qui est attaché à l'entreprise avec laquelle tu travailles. C'est-à-dire que si tu perds ton emploi, tu perds ton assurance maladie. Les frais médicaux sont très très élevés. La même chose pour la retraite. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose que tu dois mettre de côté. C'est-à-dire que c'est quelque chose on est beaucoup plus à la carte ici. Quand je dis à la carte, c'est-à-dire que euh, on nous donne un salaire qui est peut-être beaucoup plus élevé, mais c'est à nous de savoir comment le dépenser et comment le gérer aussi sur le long terme et court terme. Alors qu'en France, l'État te couvre quand même. C'est-à-dire que on essaye de faire que ta vie soit bonne, mais aussi de faire en sorte que ta vie future soit bonne aussi. Donc c'est quelque D'accord. chose que tu dois faire un peu plus, tu dois faire un peu plus attention ici. Donc je dirais que pour moi, personnellement, ça n'a vraiment pas été le salaire qui m'a poussé à venir ici, à m'installer ici. C'est vraiment avoir cette expérience internationale et cette expérience qui permet d'être reconnu. C'est-à-dire que une fois que tu fais tes études ici, tu as l'opportunité de travailler ici. Mais une fois que tu travailles ici, tu as une légitimité parce que, surtout en tant qu'ingénieur et dans la région où je suis, parce que c'est ça vraiment qui m'a poussé à rester ici, parce que vraiment envie de voir comment c'est, parce que on est vraiment, j'ai l'impression on a un peu un pas dans le futur dans la Silicon Valley ou dans la région de la baie San Francisco, parce qu'on voit Mhm. les nouvelles technologies qui émergent un peu avant l'heure, avant qu'elles soient distribuées un peu partout dans le monde. Et ça c'est quelque chose euh, qui me motive. C'est-à-dire que, en tant qu'ingénieur, tu as vraiment envie de faire partie de cette première vague de, d'innovation, de technologie. Et c'est vraiment ici que tout se passe. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé à rester ici. Je me suis dit, voilà, tu as une opportunité en or, tu es encore jeune, prends ton expérience ici, ça va être quelque chose que tu vas faire valoir dans le futur. Tu vois? Parce que voilà, c'est ici que tout commence, en fait. Donc c'est vraiment pas salaire, le salaire qui m'a poussé à rester ici ou je ne sais quoi. Enfin, D'accord, euh, je vois. mais voilà, quoi. Et pour être honnête, si quelqu'un enfin, c'est vraiment une motivation interne de savoir que on est capable de travailler sur des trucs qui vont changer le futur, les technologies futures et on est peut-être la ville pilote dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est introduit ici dans cette ville ou dans cet environnement, on sait que si ça marche, ben, ça peut être quelque chose que tu verras en France ou même au Maroc, là où j'ai grandi, des années plus tard. Donc, ça me permet aussi de laisser dans un coin de ma tête l'opportunité de me dire, OK, une fois que j'ai peut-être assez d'expérience ici, parce que comme je l'ai dit au tout départ du podcast, je me vois sur le court terme ou sur le moyen terme être ici, mais sur le long terme, pas nécessairement. Peut-être revenir un jour au Maroc, peut-être revenir en France ou autre part. Mhm. Donc j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, quoi. Ok, je vois. Comment tu concilies religion et vie professionnelle aux États-Unis? Ah, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que voilà, on est en termes de musulmans, enfin, on est pas énormément ici. Surtout à San Francisco, moi je parle de là où je vis. Mhm. Un exemple récent, mais j'ai quand même réussi à me créer un petit groupe de personnes. Euh, je connais des Marocains, des Libanais qui sont aussi dans cette ville en fait que j'ai connue à travers Berkeley ou à travers des connaissances de connaissances. Et donc dernièrement, durant l'Aïd, c'était il y a quoi, il y a quelques mois, 3 4 mois, Mhm. euh, j'ai pu, par exemple, inviter pas mal de gens, une vingtaine de personnes, que ce soit des musulmans ou non musulmans, chez moi, et j'ai préparé quelques plats marocains avec une amie libanaise aussi d'origine musulmane, qui est musulmane, pardon, euh, et qui a aussi préparé des plats libanais, et on a pu faire un petit truc pour l'Aïd, quoi, une vingtaine de personnes, on a fait quelques plats, et c'était vraiment cool, D'accord. quoi. Non. Mais pour être honnête, c'est pas très très simple, quoi. C'est surtout le Mhm. Ramadan quand tu es tout seul, tu as pas ta famille, il y a pas cette connaissance de la religion du Enfin, c'est-à-dire que quand je suis au boulot et qu'on me dit ah, pourquoi tu viens manger au déjeuner, je leur dis non, ben je suis en train
euh, je jeûne en fait et c'est une fois que tu connais tes collègues et qu'ils te connaissent, ça va, mais il n'y a pas cette présence d'esprit de comprendre que en fait ouais, on a un mois par an où la personne jeûne et ne peut pas faire certaines choses, etc., etc., et qu'on est un peu plus fatigué, euh, on peut être un peu plus sur les nerfs de temps en temps. Et ce genre de choses, je pense que c'est un peu plus simple à vivre, que, surtout au Maroc bien sûr, ou en France, parce que il y a une plus grosse minorité dans ces pays-là. Mais pour être honnête, j'ai jamais eu de problème. C'est juste que le fait que tu es un peu plus seul, euh, c'est un peu plus compliqué de le vivre. Mais j'ai jamais eu de problème. Ça a toujours, c'est vraiment ils sont très très ouverts, surtout ici en Californie. Leur culture est très ouverte et j'ai jamais eu vraiment de problème. Donc les personnes sont très, euh, Hmm. j'allais dire understanding. Il y a des zones C'est qui sont mon connues pour anglais ça. qui. Comment? Il y a des zones qui sont assez reconnues pour avoir des grosses communautés, des quelques communautés musulmanes bien organisées, mais apparemment à San Francisco, ouais, de ce que j'ai vu aussi, Euh, pas grand-chose. Hmm. ouais, la plus grosse communauté musulmane à San Francisco, c'est euh, les, euh, les personnes qui viennent du Yémen. Donc il y a une grosse minorité Hmm. de. Mais c'est là, ouais. En tant que Marocain, j'en ai pas vu énormément de Marocains ici, donc ouais, D'accord. c'est un peu plus dur. Cool. Euh, quelles sont les compétences les compétences fondamentales qui t'ont permis d'arriver où tu es, tu penses? Je dirais la motivation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation. Ça, je dirais, c'est la caractéristique numéro une, c'est d'avoir beaucoup de motivation. Être capable d'oser. À travers l'exemple que j'ai parlé de mon stage, donc j'ai osé faire le pas, j'ai pas eu peur, c'est-à-dire que je me suis dit au pire qu'est-ce qui va se passer? Au pire, oui, j'aurais perdu de l'argent, je serais venu ici, mais j'aurais pris des vacances. J'aime bien Mhm. voyager, ben j'aurais pris des vacances, etc. Donc oser, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième, je dirais euh, du travail, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, j'ai jamais lâché. Moi j'aime bien, je t'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu. J'aime bien la course à pied et je me suis mis il y a pas longtemps en marathon. Et donc du coup en fait c'est un travail de longue haleine. Et moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je retrouve à travers le sport et à travers ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment euh, toujours croire que les efforts que tu fais sur la durée, vont apporter leurs fruits. Et donc, c'est un travail d'engagement, c'est pas un sprint. Il faut travailler, travailler, travailler. Donc, la troisième caractéristique, c'est vraiment hard work, comme ils disent ici aux États-Unis. C'est travailler et avoir confiance en soi. Avoir confiance que les résultats vont venir. Même s'il y aura des problèmes ou des défaites ou des échecs, parce que j'en ai eu, parce que euh, tout le monde passe par des échecs. Mais vraiment, il faut avoir confiance en soi et continuer à travailler. Donc, les trois principales caractéristiques, c'est ce que j'ai énoncé. Donc, un, euh, la motivation, deux, oser, et trois, le travail, quoi. Ok, intéressant. Euh, comment est-ce que tu progresses? Est-ce que tu cherches à progresser à chaque fois plus? T'as des objectifs? Oui, enfin, c'est-à-dire quand tu parles d'objectifs, tu parlerais d'objectifs Est-ce au que niveau du travail ou au niveau de ma vie en général? Ou les deux? les deux? Les deux. Alors, j'ai, j'ai toujours eu de plus en plus d'ailleurs, depuis que j'ai, peut-être un peu plus sur les 4 5 dernières années, j'ai toujours eu je me remets toujours en question en fait. C'est quelque chose qui peut être qui peut être destructeur d'ailleurs, de temps en temps. C'est-à-dire que je peux de temps en temps, je me remets trop en question et ça me met mal, ça me met mal dans ma peau de temps en temps, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que oui, tu arrives à certaines étapes, tu as des succès, tu as des échecs, mais une fois que tu as les succès, ou que tu arrives à ce que tu voulais arriver, c'est-à-dire que tu as un objectif, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mes passions, euh, euh, j'ai toujours un objectif. Mais une fois que je l'atteins, le plus dur, c'est de se remettre en question, de se dire, voilà, j'ai atteint ça.
mais qu'est-ce que je n'ai pas fait, euh, ou qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vois ce que je veux dire? Je Qu'est-ce vois. que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux... C'est-à-dire que ça peut être destructeur d'une manière, comme je l'ai dit, parce que une fois que tu as atteint ton objectif, il faut quand même célébrer ou être content de ce que tu as atteint et de profiter un peu de ce que tu as fait. Mais en même temps, il faut vite aussi se remettre en question pour essayer d'atteindre l'étape au-dessus et de voir comment on peut progresser, etc., etc. Donc il y a un entre-deux, il faut trouver le juste milieu. Mais ce que j'ai toujours utilisé pour mes objectifs euh, en général, c'est vraiment de se remettre en question. Et donc du coup, enfin, j'ai énoncé un peu ce que je te disais à travers euh, ma passion qui est la course à pied en ce moment. Donc j'ai commencé il y a de ça maintenant un peu plus un an et quelques mois, 2, 3 mois. Donc j'ai commencé de zéro, mais ça a toujours été quelque chose euh, c'est-à-dire que le sport a toujours été quelque chose que je suivais, mais dernièrement, maintenant que je me suis mis à course à pied, quand j'ai commencé à me mettre des objectifs assez importants, que ce soit faire mon premier marathon après quelques mois, c'est-à-dire que j'ai commencé à courir en août 2018 et en avril 2019, j'ai fait mon premier marathon à Paris. Et un de mes objectifs, c'était de courir en moins de 3 heures. Ce que j'ai fait, c'est un objectif très très dur, mais j'ai réussi à le faire avec beaucoup de volonté, même si l'objectif était euh, peut-être à ce moment-là, quand je l'ai mis, quand j'ai décidé de faire mon marathon, c'était peut-être inatteignable, mais j'ai réussi à le faire. Et une fois que je l'ai fait, je me suis mis un autre objectif. Je me suis dit, voilà, en 2020, ton objectif, c'est de te qualifier pour les championnats de France de marathon. Donc aller en dessous de 2h45. Ça, c'est un exemple, tu vois. Mhm. Alors que la plupart des gens me disent, ouais, mais attends, t'as déjà fait un marathon en moins de 3 heures, arrête-toi, c'est bon, c'est déjà énorme ce que tu as fait. Mais moi, je suis toujours, voilà, c'est toujours la même chose. La même chose au boulot, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'ai commencé par en tant que data analyst, c'était un peu plus technique que ce que je fais en ce moment, mais pour avoir un peu plus d'ouverture ou d'opportunités dans le futur, que ce soit avec Fitbit ou avec notre entreprise, j'ai voulu aller un peu plus dans un domaine dans lequel j'étais pas à la base, c'est-à-dire que dans les operations, dans la supply chain, etc., pour aller chercher, voir et apprendre de nouvelles choses et essayer de prendre un peu de grade, avoir des positions un peu managériales et voir un peu comment ça se passe de ce côté-là. Donc du coup, il faut, encore une fois, comme je le disais auparavant, oser changer, faire d'autres choses quand ça ne marche pas et voir comment ça se passe. Donc oui, avoir des objectifs, c'est très bien. Les atteindre, c'est très bien. Ne pas les atteindre, c'est aussi une chose sur laquelle tu peux te reposer. Avoir un échec, c'est quelque chose qui est très important, mais surtout se remettre en question. Moi, c'est comme ça que je le vois. Super. On arrive à la fin de ce podcast. Si tu devais donner un conseil concret à un jeune musulman je sais pas, qui est en France, qui est en, je sais pas, lycée, début d'université ou de prépa ou quoi que ce soit, euh, qu'est-ce que ça serait comme conseil en fait pour l'aider à se dépasser? Ce conseil, je dirais que ce soit un jeune musulman ou un jeune tout court, c'est-à-dire que Mhm. il faut être motivé. C'est-à-dire que j'imagine quand tu dis jeune musulman, c'est parce que par rapport au fait que euh, on est une minorité, enfin il y a une minorité en France de jeunes euh, qui ont ce qu'on appelle des barrières, que ce soit des barrières financières ou des barrières par rapport au milieu où ils vivent. Tout à Euh, fait. donc dans ce cas-là, en fait, le gros conseil que je vais donner, c'est que, ça peut paraître bateau, mais tout est possible. Quand on parlait des universités à l'étranger, que Berkeley prenait que de grosses universités, que de grosses écoles d'ingénieurs, etc., je disais que c'était très dur si tu faisais pas partie d'école d'ingénieurs, mais que c'était toujours possible et que vraiment tout est possible et je le pense vraiment. Voilà. Mhm. Donc c'est-à-dire que malgré toutes les barrières qu'on peut avoir, que ce soit financier, que ce soit parce que on ne sait pas où on va aller, ou parce que on est dans un milieu qui n'est pas propice au travail ou à la motivation, ou parce que on est le seul dans notre entourage à avoir eu un bac ou avoir eu telle formation ou telle oui, voilà, une formation ou c'était l'école, etc.
ce n'est pas une raison pour laquelle il faut baisser les bras. C'est-à-dire que tout est possible. Donc, motivez-vous et, euh, et si vous avez vraiment envie d'une chose, foncez. Essayez, cherchez, demandez, euh, allez voir des anciens élèves, allez contacter des personnes que vous connaissez pas, osez sortir de votre zone de confort. Et surtout, comme je l'ai dit, le travail, le travail, le travail. Vous mettez du travail et il faut avoir confiance en soi. Les fruits de votre travail, ça va venir. Ça va prendre du temps, mais ça va venir. Il faut juste avoir confiance en soi. Voilà. Super, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc juste avant de terminer, est-ce que tu as du contenu que tu consommes, livres, podcasts, ça peut être des vidéos, quoi que ce soit que tu recommandes? Ben, en ce moment, c'est beaucoup enfin, je suis à fond dans ma passion, donc la course à pied. Donc, je t'en avais parlé, il me semble, la dernière fois que tu étais venu Mhm. à San Oui, Francisco. oui. J'écoute beaucoup en ce moment le podcast d'Étienne Bulidon, donc et surtout la santé, qui Mhm. parce que c'est peut-être aussi le côté californien. Je commence un peu à m'adapter à la culture ici. Donc, c'est beaucoup de choses à propos de la santé, de la nutrition, de comment préserver son corps, du sport. Donc, il fait des interviews avec des sportifs de haut niveau, des médecins très connus et des athlètes. Euh, il y a beaucoup de choses enfin, il y a même un dentiste qui a fait ça avec un entretien avec un dentiste. Moi, j'ai adoré ce podcast avec un dentiste où il parlait de comment la santé de tes dents affecte, ben, par exemple, des blessures musculaires ou des blessures au niveau des tendons du genou, etc. Des trucs assez incroyables. Et enfin, Mhm. enfin, c'est en relation avec ma passion. C'est aussi des trucs que en termes de développement personnel. J'aime bien apprendre des choses qui sont en dehors de mon domaine. C'est-à-dire que je suis ingénieur, mais j'aime bien aussi apprendre un peu sur ce qui a trait à la médecine, à la santé, etc. Donc ouais, j'écoute beaucoup Étienne Bilidon et surtout la santé. Donc, ce podcast euh, ouais, que Cool. j'écoute en ce moment. Ouais. Bah, je mettrai ça en description. Voilà. Si quelqu'un cherche à te contacter, où est-ce que tu es disponible? LinkedIn? Oui, je suis disponible sur LinkedIn. Il me semble que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas mis à jour mon LinkedIn, mais je réponds aux messages sur LinkedIn. D'accord. Bien sûr, il n'y a pas de souci quoi. Si vous avez des questions ou Ok. des choses à demander, il n'y a pas de souci. Je suis disponible. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à votre entourage. À la semaine prochaine, Inch'Allah.